Le secteur minier étant une des composantes essentielles de ces ressources naturelles, c'est pourquoi nous avons fait un round-up, c'est sous forme d'échange d'abord d'expérience, mais aussi de partage d'informations relatives au nouveau code minier de 2016. Ce code qui a été révisé, c'est un code qui date de 2003, qui a été révisé en 2016 avec beaucoup d'innovations majeures et dont certaines dispositions concernent directement la cible de ce matin. Je prends l'exemple de l'article 94 qui parle du respect des droits humains. Je pense à l'article 85 qui parle du plan de passation de marché, de publication de marché, surtout par rapport au contenu local, par rapport à l'emploi. De l'article 109 qui parle de la formation et de l'emploi, surtout formation qualifiante, emploi qualifiant, la préférence nationale. L'article aussi 103 et 104 qui parle de réhabilitation, surtout après la phase d'exploration et d'exploitation, parce qu'on n'est pas censé ignorer que ces ressources ou cette exploitation minière entraîne des externalités négatives sur le plan environnemental, sur le plan socio-économique. C'est la perte de moyens de subsistance, une dépossession de leurs terres, des paysans qui s'adonnaient à des activités de survie et qui sont dépossédés. Donc toutes ces questions ont été prises en compte dans le cadre du code minier de 2016. L'article 613 qui parle du fonds de péréquation, parce que ces ressources ne font pas partie des compétences transférées aux communes. Mais l'État a pris un mécanisme opératoire pour transférer une certaine partie de la rente minière au profit des collectivités territoriales, ce qu'on appelle le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. Il y a le fonds d'appui au développement local aussi, une nouvelle innovation majeure du code minier de 2016, qui dit que 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation doit être reversé aux collectivités qui abritent directement les sites miniers. Nous avons aussi parlé du contenu local qui est extrêmement important. C'est la fourniture de biens et services, la sous-traitance locale, la formation qualifiante, l'emploi qualifiant. Donc pour résumer, je dis au Sénégal, nous avons une panoplie de textes. Nous avons de très bonnes lois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers une mise en cohérence. Nous avons la loi sur le secteur minier qui a été revue, la loi sur le secteur pétrolier, la loi sur le contenu local, le code de l'environnement qui a été revu. Nous avons aussi une loi sur le code gazier, sur le code de la forêt, le code de l'eau. Donc toutes ces lois doivent être mises en cohérence et ensuite être opérationnalisées. Il ne s'agit pas de voter des lois, d'élaborer de très bonnes lois, mais que ces lois aient un impact sur le vécu des populations. Et ce n'est pas pour l'instant le cas dans le secteur minier. On a vu que c'est le paradoxe de l'abondance, des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires et des populations qui vivent toujours dans l'extrême pauvreté, qui sont dépourvues de tout. Donc je pense qu'il est urgent aujourd'hui d'aller vers une renégociation de ces contrats, de certains contrats surtout dans la zone de Thiès, le contrat avec les ICS surtout, pour un rééquilibrage au profit de l'État, mais aussi au profit des collectivités territoriales. Mais tout cela ne peut se faire que dans le cadre de ce cadre multi-acteurs, dans le cadre aussi de rapports de confiance entre les différents acteurs, d'un dialogue sincère, mais d'un dialogue constructif et permanent entre les différentes parties prenantes, État, communauté, organisations de base, population, entreprises, autour d'une table, pour au moins aller dans la même direction, dans le cadre de la co-construction. Parce que pour le Sénégal, nous avons la chance d'avoir un débat public qui a précédé l'exploitation de ces ressources, surtout gazières et pétrolières. Et ce débat public, il est informé à travers les rapports IT qui fournissent des informations fiables, exhaustives sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif. Donc aujourd'hui, le citoyen a une panoplie d'informations parce que la meilleure richesse, c'est les données. Et ces données doivent servir à ces citoyens qui sont déjà regroupés autour du CRAFS, d'avoir d'abord des outils de plaidoyer argumentés, mais aussi pour les décideurs d'avoir des outils d'aide à la prise de décision. Voilà un peu résumé. Et vraiment, nous sommes sortis parce que d'abord, c'est un atelier d'échange. Nous avons beaucoup appris parce que peut-être nous avons quelques informations, mais ces vieux qui ont été regroupés, ces personnes aujourd'hui qui ont capitalisé plusieurs années d'expérience, au-delà de l'expérience qu'ils ont acquise, mais ils sont aussi la sagesse et le vécu. Et ce que nous avons vraiment remarqué à travers cet atelier qui a été très bénéfique. Maintenant, il reste surtout les prochaines étapes, le suivi et aller ensemble pour que les populations qui sont à la base puissent ressentir les effets de cette exploitation.